Quand j'ai pris le couteau, que j'ai ouvert le matelas, il y avait ma femme qui dormait à côté. C'est après, bien longtemps après, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce qu'elle a dû réagir quand elle a vu que j'avais ouvert le matelas pour prendre la bourre? Ça a été, et là, j'ai pris la bourre. Et en sortant, j'ai fait tout de suite le Christ. J'ai fait un Christ énorme. Alors les gens qui passent, ils disaient, mais il est fou. C'est un homme dangereux, certainement. Je suis certainement fou, mais je ne suis pas malade. Oui. Les couches successives de rêve. Ah, ça, il y avait des sacrés fantasmes là-dedans. Quand je parle de bourre, je parle de viande. Quand je parle de colle, je parle de sang. Le sang, la bourre, la chair, la peinture qui devient la peau. Et après, il y a lève-toi et marche. C'est comme ça, c'est ça. Voilà. Donc ça. Tout a évolué en l'espace de très peu de temps. Tout a évolué, je me suis mis à changer complètement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, même intellectuellement. J'étais seul. Je me suis fait une culture, entre parenthèses, seul. C'était sans les mots, mais avec la peinture. C'était la peinture qui me faisait redevenir à peu près un être humain ou redevenir à peu près grand. Et ça m'a aidé à comprendre certaines choses. Mais ça a été vraiment un changement profond dans ma vie, la peinture. Ouais. J'ai fait une pète. Je me suis fait une philosophie de la vie, de moi-même, et surtout de ce que je faisais. Parce qu'après, je me suis mis à comprendre certaines choses, parce que après j'ai vu des trucs sur Picasso, sur Modigliani, sur des peintres, à la Bigorre, que j'avais été voir. Et tous ces gens-là. Alors je me suis dit, Modigliani, Picasso, pourquoi pas Inigo.
Mais tout ça, c'est un long fleuve. C'est un long fleuve tranquille. Ça a été des grandes émotions, des grands moments dans ma vie. Oui, oui. Et ça continue, hein, ça continue à l'être. Parce que de ce côté-là, côté émotion, j'ai pas vraiment évolué, quoi. Je ne vis que pour ça, quoi. C'est au fond de moi et ça restera toujours au fond de moi. Mais j'en ai fait une force, certainement. La force de créer avec les émotions. Ah, on a finalement 65. 65,5. Je pars là-haut. Le jeune, il faut que je le fasse là. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Je ressens vraiment une liberté par rapport à la création. Parce que de moins en moins de couleurs sont là. J'efface beaucoup de choses et je vais beaucoup à l'essentiel. Je ne me trompe plus. Je ne me trompe plus à réfléchir la couleur. Je ne me trompe plus à. Ça devient de plus en plus naturel. Je fais de plus en plus corps avec ma matière, avec la bourre à matelas, qui est une matière extraordinaire, hein, qui est vraiment une matière à création. Je peigne avant de faire ça. Non, il faut d'abord que je passe de la colle de peau avant de peindre. J'arrive à retrouver mes pinces, je vais essayer de faire le maximum hein, pour essayer d'en trouver le plus possible. Ouais. Tout à fait, d'accord, ok. Je t'embrasse, à bientôt, ciao, merci. Ciao. Les pauvres. Ils donnent leur tableau là, ils n'aiment pas un rond. Putain. Non, ça me fait chier. Ça c'est chiant. Des gens qui exposent ici là. Ouais. Stéphane Villiers, là, je pense que je lui en ai acheté. Mais ils n'aiment pas un rond. Hein. C'est un dèche tout le temps, putain. C'est pourtant bien son travail. Ça te rappelle un peu tes débuts, peut-être. Putain.
qu'on puisse dire. Ouais, ouais, je pense qu'il faut une putain de niaque. Hein. Oh. Faut que j'aille voir, il faut que j'aille me copier. Parce que je sais plus. J'ai trouvé une liberté à peine, quelque chose d'incroyable. Et je l'ai reperdu aussitôt après. Et là, je l'ai retrouvé là-dessus en me copiant. Et je sais pas, c'est une espèce de lâcher prise, tu sais, qui fait que tac, t'as trouvé. Ou alors t'as trouvé sans chercher. C'est ça qui est extraordinaire. Et là, je suis en train de chercher ce que j'avais trouvé sans chercher. Dès que je deviens libre, c'est toujours aller chercher plus loin. Pas de secret. Putain, je voyais pas, je suis pas content. Faut que je trouve les câbles maintenant pour le pan dans la tableau. J'en ai. Installé juste au-dessus là, ça va être bien ça, putain. Voilà. C'est la maison de ma mère, ici. Ça va, Makaya? Ça boum? Oui, ça va. Tu t'installes? Oui. C'est bien. Tout doucement. C'est bien. Bonne journée à toi. Bonjour. Les vieux rosiers, ça. T'en comptes ces rosiers? Paraît-il qu'ils ont 50 ans, ces rosiers. T'en comptes, ils donnent encore des belles roses. Le château de Sarriès. Je vais faire une ouverture, là. Je sais pas où. Qui donne sur les terrasses. Pas ici. Ici. Non. Voilà, je sais pas.
C'est magnifique. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait la faire, notre bouche. Si, faire une séparation, peut-être. Et faire carrément une salle de bain. Je me suis mis à exposer des artistes comme ça, après avoir bâti de fond en comble cette cave et d'avoir ouvert ce lieu, la Cop Art. Voilà. Un travail énorme, hein. J'ai tout fait pratiquement tout seul. Les murs, coller le placo, tout a été fait entièrement, le béton et tout le bazar central. Et tout ça toujours hors du temps, entre parenthèses, jour et nuit. Je suis capable de dépasser, encore aujourd'hui, je peux dépasser les montagnes sans aucun problème. Je ne sais pas d'où je tiens cette espèce de force non seulement je l'ai à créer, mais à faire aussi, à faire des choses, sans jamais renier la peinture. Hein. La peinture aujourd'hui c'est quelque chose de très très égoïste et il y a pratiquement plus de rapport entre les peintres, c'est quelque chose de très très compliqué. Et ce que j'ai voulu faire moi en arrivant à Serrières-Saint-Val, et quand j'ai acheté cette cave là, cette cave, c'était réunir les gens en qui je croyais dans la peinture. Donc je me suis mis à exposer des peintres, des femmes peintres et des artistes, d'autres artistes. Mais il n'y a jamais eu cette cohésion entre les artistes, il n'y a plus ça. C'est devenu quelque chose de très individuel. Et puis c'est vrai qu'il y a tout a changé beaucoup, parce qu'en l'espace de 20 ans, il y a eu l'Internet, il y a eu tout ça, tout est devenu très égoïstement seul pour tout le monde. Je vivais dans une espèce de rêve permanent, oui, qui a été arrêté dès l'instant où j'ai fait mon apprentissage, où j'ai été mis de force comme pâtissier pour débarrasser le plancher, puisque j'étais vraiment pas bon à l'école, quoi. Enfin, je sais pas que j'étais pas bon, mais je voulais pas apprendre. J'avais décidé de ne plus apprendre, moi. À la suite de cette histoire que j'avais eue avec cette maîtresse dans la cour de l'école. Elle m'avait fait venir, donc, cette institutrice, devant mes copains, devant tout le monde. Et puis elle m'avait dit on a entendu encore parler de ton père, il s'est encore soulevé la gueule, il s'est battu avec la moitié des voisins, tout ça. Et ça m'avait tellement heurté que je ne savais pas quoi dire, j'étais un gosse, quoi. Ça m'a tellement choqué que j'ai rien pu dire, j'ai même pas pu pleurer.
Mais ça m'avait tellement choqué que ça m'avait tellement surpris ce qu'elle se permettait de dire comme ça. En définitive, sans rien connaître. Ça excuse pas mon père ni rien de tout ça. Mais m'avoir mis devant cette honte-là. Donc, quand je suis rentré dans la classe à la fin de cette récréation, je suis rentré dans la classe, je me suis assis et j'ai fermé le cahier. Et j'ai décidé de ne plus jamais l'ouvrir. Donc les études, et je n'ai plus jamais... Alors j'ai pris des branlées, et bien sûr, parce qu'à une ouvre ton cahier, non, je n'ouvrirai plus. Et donc ils m'ont collé apprenti pâtissage, j'avais 12 ans, mais là l'enfance n'a pas été très fluctuante, elle est très heureuse, puisque je dormais dans les rues, et ça c'était quand même quelque chose d'assez dur, dans les gares surtout. Et j'avais très peur des gendarmes à l'époque c'était les hirondelles, qui étaient en vélo. Et moi, je dormais à la gare, et donc je dormais vraiment sur les bancs. Mais je me suis permis de dormir derrière des murs de lierre, debout. J'avais peur de rentrer chez moi. Enfin, c'était assez folklorique. Mais je n'avais pas l'impression d'être... Je vivais ça comme si c'était presque normal, entre parenthèses. Et je pense que c'était normal. Ça faisait partie de... Et j'étais dans ce quartier de Mériadec, tout ça. Donc, il y avait tous ces gens-là qui étaient des gens un peu particuliers. Mon père qui vendait à Mériadec, toute cette foule de monde là, les prostituées, tous ces gens-là qui vivaient dans ces quartiers-là, c'était assez... c'était sans famille, c'était presque sans famille, hein. C'est ça. Et donc, à la suite de ça, on m'a foutu pâtissier. T'es un con, donc tu seras pâtissier. Parce que c'était en même temps le plus facile pour pas s'occuper de moi, quoi. Et donc j'étais pâtissier. Et là, j'ai travaillé vraiment beaucoup. Je me suis mis à travailler beaucoup, puisque je me levais à 4h du matin et je sortais le soir à 7h. Et tout ça pour 5 francs par semaine. Et donc le dimanche après-midi, j'étais libre et j'allais au trou, j'allais danser au trou. Et donc j'ai fait 3 ans d'apprentissage qui n'ont pas été difficiles. Non, j'étais courageux, je pense que puisque je faisais tout, je faisais des courses en vélo, tout ça, je ramenais des fraises pour faire les gâteaux et tout le bordel. Mais ils ne se rendaient pas compte que c'était très difficile, parce que j'allais au capitaine le matin, il me faisait une liste, j'étais obligé de ramener tous les bordels. Alors ça, pendant toute l'année, je faisais ça, et tout ça pour 5 francs par semaine, mais je le faisais, parce que j'avais pas le choix, de toute façon, il fallait bien que je fasse ça. Mais je pense que ça m'a forgé un certain caractère. Et inconsciemment, j'ai jamais été... j'aurais pu être voyou, tout ce qu'on veut, mais je ne ressentais pas le besoin, certainement, ou j'avais pas envie de l'être. C'était pas mon but, certainement. Mais j'étais plutôt docile, en définitive. Il a fallu très très vite que je me marie, parce que j'étais profondément seul. Et puis, très très vite que je fasse des enfants. Ça fait que je me suis trouvé à 17 ans. Oui, 17 ans. Papa d'une petite fille. À 20 ans, j'avais 3 filles. Mes 3 filles. Ça, c'était extraordinaire. Et puis après, la vie a continué. Alors, la vie, après, c'était grandeur et décadence, parce que c'était difficile avec les 3 filles, il fallait les élever. Mais j'ai continué, je travaillais beaucoup. J'ai vraiment travaillé beaucoup. Je travaillais 12-15 heures par jour. J'étais pâtissier, je gagnais de l'argent. J'avais décidé de faire bâtir une maison. J'ai fait bâtir une maison dans Fronsac. Et puis là, j'ai commencé après avoir tant travaillé, j'avais travaillé tellement que j'étais tellement épuisé que le dimanche, ça, je devais avoir... je travaillais tout le temps, je devais avoir 24 ans. J'ai commencé à peindre à 24 ans, ouais. Lundi, il y avait une boîte de peinture sur la table qui était restée de mes filles, de la gouache, là. Et comme j'étais complètement crevé, et donc cette boîte est restée là, et j'ai tiré les rideaux et j'ai commencé à peindre des vignes. Mais ça donnait rien du tout, quoi. Ça avait aucun sens, mais ni tout ça. Et j'ai été me reposer, et en me levant, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis mis à voir des visions, des visages qui passaient comme ça dans ma tête. Comme ça, qui passaient dans ma tête. Très, très déformés. Pour avoir des références, c'était un petit peu à la Bacon. Mais c'était parfait, il y avait des couleurs parfaites. Et je me suis mis à voir ça. Et je me suis aperçu que je pouvais arrêter
C'était comme un cinéma, comme des diapositives qui passaient comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je les ai toujours, les visions. Ça n'a pas changé. Maintenant, j'y suis habitué. Je me suis certainement habitué à avoir ces visions aussi. Et là, j'ai commencé à faire des portraits. Et en ayant les yeux ouverts, j'avais la possibilité de voir la chose que j'avais vue dans la tête avec peut-être les yeux fermés. Et voilà, et ça, alors après j'ai tout arrêté, j'ai arrêté de travailler. Ça a été le début de quelque chose d'assez... Là j'ai tout arrêté, j'avais plus d'argent, lumière coupée, eau coupée, avec 3 enfants. Hein. Je payais plus la maison, ni plus rien. Et donc les huissiers sont venus pour me saisir, forcément. Et un jour, il y a un huissier qui s'est pointé. Je me rappelle d'un grand monsieur. Je ne sais plus son nom, je ne me rappelle plus de son nom. Qui est venu pour nous saisir. Et je crois qu'il était de Libourne, ce monsieur. Et donc, il a demandé qui c'est qui faisait ces peintures et ces tableaux. Et bien, je lui ai dit, c'est moi. Et donc, il s'est arrêté de marquer les meubles qu'il y avait. Pour les meubles qu'il y avait à saisir, il n'y a pas grand-chose. Parce que c'était vraiment de la misère, hein, c'est le cas de le dire. Et donc, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Parce que le gars me dit, au bout d'un certain temps, voilà, il me dit, je prends un tableau et je paye la dette. C'était étonnant, ça. Parce que j'avais jamais rencontré parce que j'étais jamais rentré dans un musée. J'allais à Saint-Émilion peindre avec les peintres du dimanche, là. Et j'y allais tous les dimanches, à peu près. Et donc ces gens trouvaient bizarre que je peignais comme ça. Et ça suscitait des réactions bizarres des gens. Ils m'ont voyé peindre comme ça sous les halles, et les autres peignaient les villages, les paysages, et moi je faisais toujours ces portraits qui étaient assez durs et assez... pour moi, c'était pas dur. Mais pour les gens qui les voyaient, ils trouvaient ça dur. Ils étaient... plusieurs fois, je me suis retourné, il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux, parce que je peignais ça. Alors je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai jamais essayé de comprendre d'ailleurs pourquoi, j'ai continué, puis c'était tout. Et après, j'ai vu débarquer Hans Ziegler, qui est venu me... Ça aussi, c'est une histoire... je sais pas si c'est l'huissier qui lui avait dit qu'il y avait un type qui peignait, qui faisait des trucs un peu bizarres, ou un peu singuliers. J'ai vu cette dame arriver, Hans Ziegler, qui a été... et qui m'a exposé à Libourne. Et là, il y a quelque chose qui s'est déclenché, parce que je me suis mis, pendant l'exposition, à vendre, à rencontrer des gens, à rencontrer je ne savais pas, en définitive, qui étaient ces gens-là. Bon, des collectionneurs, ou tout ça, je ne connaissais vraiment pas ce milieu, quoi. Et je me suis mis à vendre. Pendant 21 jours, j'avais pratiquement tout vendu au Carmel. Si j'avais tenu compte de tout ce que j'entendais sur
sur l'intelligence, sur la création, sur le fait d'apprendre. Il fallait avoir appris pour faire. Non, moi j'ai pas appris, je veux plus apprendre. Dès l'instant où j'ai fermé ce cahier, ça a été décidé, je n'apprendrai plus ce que les autres savaient. Il fallait que je fasse savoir ce que moi, j'allais faire comprendre aux gens ce que j'étais capable de faire savoir sans connaissance. C'était ce qui m'intéressait, en définitive. Après de longs moments de penser sur ce que je faisais et pourquoi je faisais ça comme ça et qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi ça suscitait de telles réactions. Quand on rentre dans ce domaine-là, il fallait vraiment que je devienne éternel rapidement pour avoir la force de l'éternité et la force de pouvoir créer, continuer à créer, parce que c'était lourd. Le regard des gens était très lourd. Et où je devenais très très fort en continuant et en faisant ce que je faisais, là, de toute façon, j'avais pas le choix. Il fallait que je continue, ou alors c'était la fin. Et donc j'ai décidé, d'un accord avec moi-même, de continuer à faire ça, en sacrifiant tout. Je disais que je peignais 25 heures sur 24. Je rajoutais 1 heure au temps pour en peindre davantage. Et j'étais jamais fatigué. Je peignais toute la journée, toute la nuit. Ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est de plus en plus facile. À partir de là, on s'imagine que ça peut être simple, mais quand tu dis compliqué et quand ça devient de plus en plus facile et que ça devient de plus en plus compliqué, c'est difficile à comprendre. Mais c'est une vraie liberté, et cette liberté-là est dure à atteindre parce qu'elle te renvoie plein de choses. Elle te renvoie une espèce d'orgueil à prétendre être vraiment ce que tu es et d'en assumer tout ce qui peut en découler, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Ça fait plus de 40 ans que je peins, 44 ans. Et je peins beaucoup, je continue à peindre beaucoup, toujours par vision, parce que tout ce que je fais, c'est par vision. J'ai fait des grandes œuvres, j'en ai fait beaucoup. J'ai dû faire énormément de tableaux, je pense que j'ai fait plus de 10 000 œuvres. C'est quelque chose de gigantesque, quoi. Mais encore maintenant, je peux me permettre de créer jour et nuit sans arrêt. Mes visions sont toujours là. Ça a certainement évolué. Il y a une certaine... La liberté vient maintenant, la liberté de la force de la peinture vient. Parce que je domine beaucoup de choses, dans ce que je fais en tout cas. Je me rappelle que là, j'ai commencé à employer la bourre à matelas. Et j'avais tellement fait d'œuvres comme ça, que des œuvres avec je commençais la bourre, que j'avais décidé de faire mourir ma mort, pour qu'elle ne m'atteigne pas. Alors j'avais fait une sculpture de tous ces tableaux, et je l'avais mis au fond du jardin, j'avais foutu le feu. Et il y avait le voisin qui s'appelait M. Manico, et qui me voyait faire ça, mais il me disait, mais pourquoi vous faites ça? Et je lui ai dit, je suis en train de faire mourir ma mort. Si on n'a pas des prétentions profondes à devenir Dieu, en tout cas dans ses créations, je ne parle pas de Dieu, celui qui nous... parce que ça, j'ai eu souvent des problèmes avec ça. Parce que c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression, quelque part, quand je créais seul, parce que devenir Dieu tout seul, c'est pas dangereux pour les autres, hein. C'est dangereux pour soi. Parce qu'il faut avoir la lubie de ça et surtout la lubie de l'assumer. Parce que ça nous dépasse quelque part. Moi, ça m'a toujours dépassé ce que je faisais. Mais j'ai continué à le faire. Je savais que c'était très dangereux parce qu'il fallait descendre toujours plus bas pour continuer à faire et toujours d'aller chercher toutes ces images et tout ça consciemment. Et donc, où je me prenais pour Dieu, pour être fort, pour être plus fort que moi-même, pour pouvoir continuer, tout simplement, où je devenais rien. Et donc ça, c'était une épreuve avec moi-même, c'était pas avec les autres, ça n'avait rien à voir avec les autres, c'était à voir avec moi-même. Et aujourd'hui encore, j'ai cette prétention-là, et tant pis si ça plaît, tant pis si ça plaît pas, mais si on ne devient pas Dieu pour faire une œuvre, on n'en fait pas. Il faut vraiment se prétendre, être orgueilleux, prétentieux. La création, c'est quelque chose de très prétentieux, très orgueilleux, et très solitaire, et très, très seul, et très le besoin d'affirmer quelque chose, et puis de montrer. On fait, on montre. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Mais au moins on le fait. On va jusqu'au bout. On est obligé. C'est une respiration. Et, on travaille par instinct, par besoin, c'est vital. C'est lourd, tu sais tout. Yo, aussi, Faut pleurer dehors. on va pleurer son papa. Non, on est dans papa. Papa, ok. Papa, ok. Papa, ok. Oui, papa. Bon, tout ça, il va falloir le peindre en gris. Il va faire de la peinture blanche. Je crois qu'il y en a un tour. Non, après, il faut résiner. Tout ce que je suis en train de faire là, il va falloir le faire en gris. Je ne sais pas ce que je fais là. Non, on m'inquiète. Le temps alors fini, j'en ai marre. Plus jamais je vais retrouver des trucs comme ça. Travailler sur commande, le moi, c'est pas mon truc. Et
Et après, tu nettoies à l'échelle parce que tes mains dégueulasses, là. Pardon, hein. Je sais. C'est pas mon genre, mais ça, je peux pas le faire. Moi, ce genre de truc-là, le truc sur commande, c'est chiant. Je n'aurais pas dû le prendre. Alors. Avec de l'eau. Ah, bien, voilà. Vas-y. Top. Ah, c'est beau. On dirait que c'est de l'or, quoi. T'as vu? Quoi, puis Hein? C'est très difficile d'arriver à faire une œuvre. Il faut tenir la route, tenir la souffrance de la vision, la souffrance à faire, la souffrance à insister, à continuer, à se battre contre vents et marées, parce que c'est l'inconnu, parce que c'est carrément l'inconnu. Et donc, il faut marteler, il faut continuer, il faut se battre. C'est pour ça que c'est pas... Heureusement que c'est pas si simple que ça. C'est toujours très très difficile de faire de la création. Voilà. Il faut être sacrément inconscient. Bon, allez, c'est fini. Jamais un truc comme ça. Je n'en referai pas. Chance de rencontrer, enfin c'est ma peinture qui a la chance d'avoir pu rencontrer des gens qui m'ont suivi comme Marcel et puis comme d'autres collectionneurs. Voilà. C'était pas évident, hein. Je me suis jamais préoccupé de réussir ou pas réussir c'est venu naturellement. J'ai travaillé avec Cérès Franco pendant longtemps. Une vraie dame de l'art et de la création qui est maintenant très très connue parce qu'elle elle a exposé beaucoup de peintres qui sont devenus célèbres et j'en fais partie, quoi. Et Corneille, Macréo, tous ces gens-là c'était des contemporains et c'est elle qui les avait découverts et tant d'autres. Je suis resté 10 ou 15 ans chez elle à exposer. Et là, ça a commencé une autre vie. Et j'ai rencontré d'autres collectionneurs, comme Berga, qui est un personnage important aussi, Volo, aussi, quelqu'un d'important, différent, parce qu'ils sont tous différents, quoi. Il y a eu les Singuliers, il y a eu Roulette, un personnage aussi, avec une vision un peu particulière, hein. Tous ces gens-là... ils m'ont pas appris à être ce que je suis devenu, mais ils m'ont certainement aidé quelque part à confirmer ce que j'ai fait. Voilà. Ils ont eu cet œil en tout cas. J'aurais jamais cru pouvoir rentrer chez des gens comme ça. J'ai eu beaucoup de collectionneurs qui étaient docteurs
ou dans la psychiatrie, comme Jean Boustra, comme Guy Lafargue, tous ces gens-là qui, quelque part, m'ont aidé quelque part, quoi. Et Marcel a toujours été présent depuis Angoulême. Ça fait presque 40 ans que je connais Marcel et qui a toujours été là. Et donc cette relation est particulière, oui. C'est pas un collectionneur pour moi, c'est surtout avant tout un ami. Je peux même pas le comparer à un frère parce qu'il est plus que ça. Il m'a tellement appris de choses, la musique, la grande musique, parce qu'il m'a amené des CD de Mahler, de tout ça. Je suis rentré dans un autre monde là aussi. J'ai quand même beaucoup évolué parce que et donc ça c'est grâce à lui. Et puis il m'a fait vivre. Parce qu'en achetant mes tableaux, il me permettait de vivre aussi. Et donc ça a été et il a jamais défailli, quoi. Il a toujours été là, toujours. C'est quelqu'un qui m'a suivi tout le temps et qui a cru et qui y croit. Parce que quand je viens ici, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Je ne savais pas sculpter du bois ni rien, j'attrape un morceau de bois et j'en fais ce que j'en fais. C'est quand même assez incroyable, parce que l'esprit peut arriver et la force de l'esprit peut arriver à faire et à faire faire. Les œuvres doivent se parler entre elles. C'est évident que les œuvres se parlent entre elles. Les objets se parlent entre eux. J'ai l'impression d'exister. Ici, enfin, je me suis aperçu que j'avais fait quelque chose. Ouais. Et moi, je me suis réveillé de ce que je vis dans cette ville de Cognac grâce à toi, et grâce à l'œuvre. Ouais. Oui, mais enfin, heureusement que tu l'as vu, parce que l'œuvre sans le regard, c'est un peu chiant. Hein. Je lui ai raconté la première fois que j'ai vu Marcel à la Galerie Emer à Angoulême. Et maintenant, avec le temps, parce que depuis, comme je vais en Asie, et je me rappelle Marcel qui sortait de la galerie, et il avait pris deux œuvres, et il n'osait pas me parler, moi je n'osais pas lui parler. Et il est parti comme ça, et il s'est retourné en partant. Et quand j'étais en Asie, j'étais avec des dauphins, je nageais avec des dauphins, je plongeais pour voir des dauphins. Et je me rappelle de ce petit dauphin qui s'est retourné à un moment donné et qui m'a regardé. J'ai l'impression d'avoir vu Marcel, d'avoir revu Marcel dans ce dauphin. Voilà, et voilà comment on s'est rencontrés. Et après, il y a eu une coupure. Et après, tu t'es renseigné quand j'avais été opéré du cœur. Je t'ai envoyé un courrier. Ouais, tu m'as envoyé un courrier. Je t'ai envoyé un courrier. Voilà, ouais. Tu écris cette lettre, tu l'as reçue et tu m'as invité. C'était à Paris, où il y avait ce marchand de tableaux qui m'a noyé dans son flux de fumée de cigarette, qui m'avait agacé parce que j'étais assis à côté de lui, il m'écrasait déjà. Il m'écrasait de son orgueil, de sa connaissance. Il parlait beaucoup. Toi aussi, tu étais marrant parce que tu étais obligé d'écouter. Tu étais obligé d'écouter, mais tu payais déjà, parce que tu étais déjà libre. Tu as toujours été libre depuis le début. Mais tu as appris, tu t'es aiguisé quand même à force de côtoyer ces gens qui sont
J'ai qui fini sont par ceux les qu'ils sont ignorer. qui sont monstrueux, qui pratiquent le vampirisme. Et alors, on a été en cachette, on s'était libéré pour aller voir dans ta atelier les dernières œuvres dont il y avait la tétée là-haut, Oui, la tétée qui avait subjugué, et donc la mue. Oui, la mue. Et qui n'était pas terminée, surtout de son socle. Et là, c'était extraordinaire parce que j'étais comme un voleur. C'était très secret parce qu'on s'était échappé de ce monstre-là qui occupait les lieux, qui écrasait tout sur son passage comme un bulldozer. Tu te rappelles les grandes tables en chaîne, oui, comment on appelle. Et ce qui était beau, toujours dans le secret, c'est que quand j'étais désigné plan d'homme, qui était juste derrière nous, parce qu'on était assis, et plan d'homme était... Moi, je l'avais vu, et j'étais extraordinairement troublé par plan d'homme. Et ça a été très vite fait, comme tu as l'habitude de l'exaltation. Tu as pris le plan d'homme, je ne sais pas comment ça s'est passé vis-à-vis de lui. Tu en as fait un paquet, et je suis parti avec plan d'homme. Ça, c'était le premier échange, la première... Et après, ça n'a pas... Et après, ça a pu arrêter. Ça peut arrêter. Ça peut arrêter, c'était une espèce de... Comme un fleuve continu. Quand il venait après régulièrement dans l'atelier, je me posais la question, mais pourquoi il ne me parle pas? Pourquoi il ne me demande pas? Et c'était toujours dans le silence. On ne peut pas parler d'autre chose que d'art, ou d'humanité, ou de peinture, d'art. Et c'est vrai que ça accompagne, même quand on ne parle pas, ça nous accompagne. Et ça, on le ressent profondément. Et avant de partir, il me disait, je vais en bas, et il choisissait les œuvres. Et j'avais aucune explication. Alors, quand il partait, je me demandais, mais pourquoi il a choisi ça? Pourquoi dans le silence? Pourquoi il ne m'a pas expliqué ce que je faisais? Alors, en définitive, je lui en voulais un peu. Moi, j'étais content parce qu'il prenait des heures, mais je me disais, en définitive, il me laissait le champ libre, quoi. Je pouvais continuer. Moi, quelque part, ça me chatterait parce que j'attendais une explication de mon œuvre et je ne l'avais pas. Et donc, je me disais, il faut que je continue. Et un jour ou l'autre, il me donnera bien l'explication. Et il me l'a donné, effectivement. Puisqu'il m'a, sans me parler, il m'a donné, entre parenthèses, il suffit de pas grand-chose, en définitive, d'un seul autre qui regarde, et pour ne rien te dire et pour t'expliquer ce qu'il y a à faire. Et à continuer, surtout. Et ça, c'était la plus belle... parce que moi, ça m'a rassuré dans ce que j'étais et dans ce que je faisais, surtout. Je me suis dit, et puis en plus, il est tout bib, quoi. C'est un tout bib. Alors, pour moi, ça représentait le savoir, la guérison et tout ça. C'était vachement important. Je me disais, putain, pour qu'un type comme ça s'intéresse à moi, je me dis, il y a quand même quelque chose, quoi. Ce que je fais n'est pas... Et quand je viens ici, eh bien, c'est sûr que je me dis, j'ai fait quelque chose. Voilà. Et ça, je lui dois. Ça, c'est évident. On s'aperçoit qu'on est créateur et c'est un sacerdoce parce que on devient artiste en 2 jours. Mais créateur, il faut certainement toute une vie. La chance que j'ai de voyager, qui me raccorde soit avec une femme que je soigne comme je l'ai fait récemment et à qui je me raccorde de mon esprit avec elle, que j'ai soigné au fin fond de la jungle, de ces femmes qui sont les dernières qui vivent dans les arbres, là, les Korowe, ou des moines que j'ai croisés au fin fond du Tibet, ou d'autres personnages, ou ma copine dans la vallée de l'Homo, elles sont ces œuvres-là. Ils sont ces œuvres-là
parce que ils servent à se raccorder les uns aux autres. Il y a des ponts comme ça. Ouais, il y a des ponts, Et moi, c'est ce que je recherche. Ouais. Et ça, la première fois que j'ai vu Cache, 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 et surtout l'amoncellation, que je suis rentré dedans, je suis rentré dans une espèce de grotte où tout vibrait, où tout était à créer une explosion d'essence. Et donc, cette chose a déclenché ce qui a suivi. Tout ce qui est création ne peut pas être autre chose que parler d'humanité et que parler de soi à travers l'humanité. Parce que si tu ne parles pas de toi à travers les autres ou à travers une œuvre, tu ne fais pas vivre une œuvre et l'œuvre n'existe pas. Donc, parce que la violence de ton discours pictural est une violence qui guérit de nos violences qui nous détruisent, qui vont nous entre-détruire. bien sûr, aussi, j'aime beaucoup ce livre. Le bois est beau. Hein. C'est quoi ça, Marcel? C'est quoi ça? Ça, c'est un puits de soutènement qu'on enfouit dans le sable chez les Touaregs. Parce que les chèvres ont liberté de rentrer dans les tentes Touaregs. Et donc, pour les empêcher de s'accaparer de cet élément où il y a du lait, il y a le lait de chamelle, il y a le lait de brebis. Donc, ils plantent ça à l'entrée de la tente pour empêcher que les animaux viennent se nourrir du lait. Et puis t'as vu, ça brûle pas ni rien. À la fin, ça reste longtemps. Alors là, de la quintessence. Oh. La quintessence. Là, c'est... Maintenant, c'est... Ah, mais il prend toute la Parfait. langue quand même quand tu l'as Oh, enlevé. putain. Il est Merci. beaucoup plus Ah là parfumé là aussi. là 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 là. Ouais. L'autre, il est Celui-là, beaucoup là. plus doux, je trouve. Il est beaucoup plus parfumé pour moi. Tu le trouves trop fort, Philippe? Ah, pour moi, il est trop fort. Ah. Mais au point de vue parfum, là, oh putain. Rien à voir. Oh là là. On est demandeur de plus. Là, tu as toutes les puissances. Là, il y a tout, ouais. Tu as toutes les brutalités comme Ah, toi. ouais, ouais, ouais. Comme la peinture. toi. Ça explose. Beaucoup plus doux, mais alors... putain, moi, tu vois quand je bois ça, là, moi, ce que je vois, c'est les vendanges. Oui. Les jeunes femmes avec des décolletés profonds, ou c'est qui n'avaient pas de boutons, et tu vois un sein. Tu es en face en train de couper la grappe, et tu te coupes le doigt parce que tu vois un sein. C'est troublant, ça. C'est troublant. Mais c'est bien d'être troublé. Quand tu es troublé, enfin, c'est que tu es vivant. C'est que tu es vivant si tu es troublé. Enfin. Mais... ah. Non. Et moi je suis surtout amoureux de celui-là. Ah oui, Celui-là, c'est... un peu de stache. Celui-là, il donne une fonction humaine. C'est un homme qui est tellement petit, comme l'homme d'en haut, avec sa petite tête. Oui. C'est l'homme qui est tellement petit qu'il oui. devient du désir de devenir un utérus, Oui, avec les deux trompes. Oui, tout à fait. Il a les trompes utérines, Ah ouais. ses bras sont des trompes utérines. Et là, tu dépasses tout. Tu dépasses tout d'une explication, je ne sais pas, anthropomorphique. Oui, Des personnages qui c'est- embrasent tout. Oui, Qui embrassent Mais tout. tu as tellement d'amour, là, plus d'amour que ça, tu ne peux pas faire. Plus d'amour que ça, tu ne peux pas faire. C'est impossible. 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 Donc tu as un crieur d'amour. Et lui, c'est le chef d'orchestre qui fait crier d'amour.
chaque génération a la possibilité de marquer ce monde. Mais le monde, il est guère brillant, hein, parce que moi, je le vois d'une façon qui est pas négative, mais qui est en tout cas qui est de souffrance. On n'a pas arrêté les guerres, on a une instruction, on n'en fait rien, parce qu'on continue à massacrer le monde. Ça, c'est toujours le même truc, quoi. Ça n'a pas vraiment évolué. Alors moi, j'évolue dans ce monde-là, mais je montre une autre façon de faire, quoi, une autre façon de voir les choses. J'implique le monde dans ma propre vision parce que je vois, ou parce que je vois la télévision et tout ça, ou que je vis dans la rue, ou que je voyage. Il y a des choses qui me paraissent complètement dramatiques. Il y a tout ce que je vois partout, il y a des moments où c'est révoltant, quoi. Et donc ça, je le fais à travers ma peinture. Par rapport à plein de choses qui me happent, mais je n'inclus pas je suis pas violent envers les autres, hein. La violence, je la retourne toujours contre moi pour en faire peut-être une œuvre de paix. Mes visions sont de plus en plus claires et sont de plus en plus nettes. Et je continue à voir, ça c'est prodigieux. Alors, quand on dit aux gens j'ai des visions, ça n'a rien à voir avec la religion, ni rien du tout avec le Saint-Esprit ou tout ce que tu veux. Ça n'a rien à voir avec ça, moi, je me suis appris je sais pas ce que j'ai eu ces visions au départ comme ça. Je sais pas pourquoi ça s'est déclenché, j'en sais rien. Mais je sais que ça, je l'ai conservé. Et je sais qu'inconsciemment, je dois me provoquer ces visions. Et elles sont de plus en plus évolutives. Et elles évoluent dans la forme, elles évoluent dans la simplicité, elles évoluent dans le dénuement et dans la force. Et surtout dans la force à assumer la création. Là, j'en suis là, pour l'instant. Alors, il va me falloir encore un siècle pour... Une vie encore, oui. Ça ne sera pas suffisant. Parce qu'à partir de là, tu peux tout vaincre, sauf la maladie de ma fille, malheureusement, à laquelle je ne peux rien faire, où je suis complètement... j'ai espoir, je donnerai bien tout ce que j'ai fait pour qu'elle sorte de ce merdier-là. Je suis en train d'essayer de faire la souffrance de Caroline à travers ces forêts, je pense que c'est ça. Et donc, il faut que je rajoute des points lumineux, tu vois, pour qu'il y ait encore cet espoir qui fait que... on ne sait jamais, quoi. Tout doit être noir et tout doit être... puisque plus ça va, plus elle s'enfonce. Et donc, j'ai quelque part l'impression de l'accompagner là-dedans. Et ces forêts noires, là, mais c'est quelque chose de certainement aussi difficile à faire qu'elle doit souffrir, qu'elle doit, dans sa tête en tout cas. Ça a été très très compliqué et très... je suis complètement admiratif de ce qu'elle est, de ce qu'elle vit. Parce que la force qu'elle a, et la force qu'elle a encore, qu'elle avait quand elle peignait, et la force aujourd'hui qu'elle a pour vivre, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'elle a encore toute sa tête, elle a arrêté de parler, elle a arrêté de manger. Et elle part ailleurs volontairement. Et ça, c'est... Pour moi, il me faut une semaine pour m'en remettre à chaque fois. Et puis les gens savent qu'elle a peint, qu'elle a fait ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire, quoi. Parce que la peinture qu'elle a faite est fabuleuse. Je crois que c'est le plus difficile que j'ai jamais fait en peinture, ce noir-là, qui est très, très, très repoussant et très attirant. Et, il fait fuir. Quand la bourre est mise, que je l'enduis de noir, parce que tu deviens noir. Et après, tu te perds. J'ai vraiment encore besoin de beaucoup de temps pour faire ce que je pense voir. Donc je continue parce que je sais que je vais encore sortir beaucoup de choses. Et là, je n'ai pas de raison pour... parce que je suis toujours aussi puissant. Hein, on me dit, bon, tu vieillis, tu n'as plus la même puissance. Tiens, mais qu'on me suive. Devant la toile, oui. Devant la toile, je suis indestructible.
mon esprit ne préoccupait que de ça. Et j'ai effacé tout le reste. Tout le reste a été effacé. Je ne m'embarrasse plus l'esprit avec ce qui peut me heurter ou ce qui peut. Je l'oublie très facilement. J'ai consacré mon esprit, ma vie, à uniquement ce que je faisais. Alors c'est prétentieux, orgueilleux, c'est tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut ça pour arriver à faire une création, quoi. Maintenant, je vais continuer.